Bonjour à tous, bienvenue sur ce 22e webinaire, le rendez-vous des TPE-PME et des associations de Nouvelle-Aquitaine. Il est à destination de toutes les organisations du monde économique et de l'économie sociale de la région Nouvelle-Aquitaine. Et la thématique du jour est « Sauvons-nous les uns des autres ». C'est une thématique où nous allons traiter donc plusieurs aspects, notamment sur l'accompagnement sur le plan RH pour aider les emplois et les compétences dans un contexte économique compliqué et envisager également des plans de sauvegarde ou de reconversion et, si besoin, se faire accompagner psychologiquement dans l'épreuve. Et nous avons donc aujourd'hui un plateau qui est très riche. Nous avons 5 personnes qui vont pouvoir apporter toutes les informations nécessaires au rebond dans le contexte actuel. Nous accueillons donc, je le disais, 5 personnes. Donc, nous aurons Madame Valérie Gagné-Ciblot, qui est coordinatrice régionale de l'association 60 000 rebonds. Bonjour Madame. Nous aurons le docteur Chantal Berger, qui est chef du pôle psychiatrie au CHU de Bordeaux. Nous aurons Vincent Clinchamp, qui est chargé de mission prévention et restructuration dans les services de l'État de la Directe. Nous aurons maître Marc Dufranc, qui est avocat à la Cour à Bordeaux, et nous aurons maître Laetitia Lucas-Labadie, mandataire judiciaire. Donc, sans perdre de temps, j'explique le principe de la plateforme Lightstorm. Donc, le premier onglet que vous avez donc à gauche de l'écran est l'onglet chat sur lequel vous pouvez saluer les personnes que vous rencontrez. Nous mettrons également des liens d'informations que vous pourrez revoir à la fin du webinaire puisqu'il est en mode replay en suivant. Ensuite, vous avez un deuxième onglet qui traite des questions. N'hésitez pas donc à poser tout type de questions. Je classe les questions par ordre d'importance, c'est-à-dire que chaque internaute a la possibilité de voter sur une question dans laquelle il se ressemble. Ensuite, troisième onglet, donc les sondages. Donc, nous publierons régulièrement des sondages qui a pour objet de qualifier la suite de nos webinaires en fonction des thématiques, au regard des tailles d'entreprise, des secteurs d'activité, des localisations et des localisations géographiques. Sans perdre plus de temps, je vais donner la parole à nos intervenants, que je remercie de leur présence. Un petit mot d'introduction pour chacune et chacun, donc qui vous êtes et que fait votre organisation. Et puis ensuite, nous verrons les questions qui arriveront ou nous pourrons échanger entre nous à l'attention des internautes. Je vais donner la parole dans un premier temps donc, à Valérie Gagné-Ciblot donc, de l'association 60 000 rebonds pour nous dire qu'est-ce que c'est que 60 000 rebonds. Oui, bonjour à tous. Donc 60 000 rebonds est une association reconnue d'intérêt général à caractère social et qui est là pour accompagner les chefs d'entreprise après la liquidation judiciaire. Donc son objectif, c'est de les accompagner dans le rebond et également de changer le regard sur l'échec. Très bien, merci. Nous poursuivons donc par le docteur Chantal Berger, donc chef du pôle psychiatrie au CHU de Bordeaux. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Berger, je suis psychiatre à l'hôpital Charles Perrens de Bordeaux. Je suis responsable du pôle de psychiatrie d'urgence et des secteurs du Médoc et d'Arcachon, mais aussi coordinatrice du centre régional Sud-Nouvelle-Aquitaine pour la prise en charge des victimes de psychotraumatisme. Et depuis le Covid, je m'occupe plus particulièrement d'une plateforme téléphonique de soutien psychologique à destination de la population générale qui s'appelle Covid Psy 33, dont certains d'entre vous, habitants sur Bordeaux, ont pu voir placarder sur de grands panneaux publicitaires les coordonnées de cette plateforme. Très bien, on rappellera les coordonnées dans le chat de toute manière, mais vous aurez l'occasion de repréciser ces coordonnées. Nous poursuivons avec Monsieur Clinchamp, donc chargé de mission prévention et restructuration à la Directe. Oui, donc bonjour, donc moi effectivement je suis chargé de mission à la Directe Nouvelle-Aquitaine, donc sur les politiques notamment de l'emploi et de la restructuration des entreprises, et à ce titre donc du coup je suis l'adjoint au commissaire en restructuration et à la prévention des entreprises donc qui émane donc de Bercy, et donc dans ce cadre-là on doit aider les entreprises, les accompagner avant qu'elles ne fassent faillite et en trouvant des solutions pour essayer effectivement qu'elles se retournent. Voilà. Très bien, merci. Nous continuons avec Madame Laetitia Lucas-Labadie, donc mandataire judiciaire.
Bonjour, merci. Oui, donc mandataire judiciaire. Mandataire judiciaire, qu'est-ce que c'est? C'est une profession qui est réglementée, professionnelle du droit et du chiffre. Nous sommes désignés dans des procédures dites collectives de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire, mais pas que, puisque nous pouvons également intervenir en amont dans le cadre des procédures préventives dont nous allons parler par la suite, procédures préventives de mandat ad hoc et de conciliation. Et c'est surtout ces procédures-là qu'il faut utiliser le plus, puisque le tribunal de commerce et le code de commerce offrent une boîte à outils, ce qu'on peut dire, qui permet d'anticiper les difficultés, mais qui malheureusement ne sont pas assez connues aujourd'hui. Et on va donc essayer de les faire connaître. Merci. Et nous terminons par Maître Marc Dufranc. Ah, micro. Et oui, je suis le bon élève, je vais bien couper mon micro pour ne pas faire de bruit parasite. Donc Marc Dufranc, je suis avocat associé du cabinet Avocagir et j'exerce mon activité principalement dans le domaine de la prévention des difficultés des entreprises et dans leur traitement, que ce soit donc dans les procédures amiables dont on va parler tout à l'heure et qui ont été d'ores et déjà évoquées par Maître Laetitia Lucas, soit le mandat ad hoc et les conciliations, soit dans les procédures judiciaires, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire, et j'interviens aussi derrière pour le dirigeant personne physique quand malheureusement il est poursuivi en particulier par les banquiers au titre de ses engagements de caution. Très bien, merci. Alors, pour donner un cadre général de la situation d'aujourd'hui, nous avions lu dans la presse il y a quelque temps une déclaration de notre président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux qui relevait en novembre une augmentation des présences d'entreprises au tribunal de commerce. Qui s'expliquait aussi par des retards, hein, donc les dossiers arrivaient. Aujourd'hui, donc, si Marc Dufranc et Laetitia Lucas-Labadie, vous pouvez nous dire un mot sur le contexte. Est-ce que la situation devient tendue au tribunal de commerce? Qu'en est-il aujourd'hui? Laetitia, si tu veux intervenir. Oui, alors aujourd'hui, non. J'ai été assez surprise effectivement par ce que j'ai lu dans les journaux, puisque ce que l'on constate aujourd'hui, c'est bien une diminution du nombre de procédures ouvertes, puisqu'on est par rapport à une année normale, si je puis dire. Il y a 40% de procédures collectives qui sont ouvertes en moins. Donc, il y a presque plus de la moitié des entreprises qui, hors même contexte Covid, auraient dû solliciter une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, qui à ce jour ne l'ont pas fait. Ne l'ont pas fait pourquoi? Parce qu'il y a bon nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui sous perfusion grâce à toutes les aides de l'État et qui pensent donc pouvoir survivre et en pensant que ça ira mieux, sauf qu'aujourd'hui c'est faux malheureusement, et ça ne fait que ralentir et que je pense que le tsunami qui est annoncé et qui n'est pas encore arrivé risque d'arriver, mais dans un état critique. Je pense que le nombre de procédures collectives, le jour où elle sera vraiment en augmentation, ce sera que des liquidations judiciaires, parce que justement, les chefs d'entreprise n'auront pas forcément anticipé les difficultés, parce que grâce à toutes les aides de l'État, elles ont de la trésorerie, mais trésorerie ne veut pas dire qu'au niveau de l'exploitation, on ne soit pas en difficulté. Aujourd'hui, on finance de la par la dette. Donc aujourd'hui, malheureusement, les entreprises sont en difficulté et c'est maintenant qu'il vaut mieux essayer d'anticiper et prendre contact avec des personnes qui puissent analyser la situation de chaque entreprise. Et je complète, si je peux me permettre aussi, parce que beaucoup de procédures collectives sont ouvertes sur assignation, que ce soit des créanciers publics ou privés. Et aujourd'hui, les créanciers en question n'assignent plus en ouverture de procédure collective. Donc, ça reporte aussi dans le futur, et en particulier en 2021, le tsunami qui est attendu. Mais est-ce qu'il va arriver? J'en suis pas encore persuadé dans un premier temps, parce que on entend déjà parler des reports d'échéance de PGE, on entend déjà parler de mesures qui vont durer sur le long terme. Donc, on avait parlé dans un premier temps de septembre 2020, ensuite on a parlé de début 2021, on a parlé ensuite du printemps 2021, maintenant on parle peut-être de juin, à partir de juin 2021, quand les bilans vont commencer à sortir, ceux du 31 décembre 2020. Voilà, donc c'est assez catastrophique. Alors, avant de parler de l'anticipation, justement, pour ne pas être assigné par l'État ou par un fournisseur, côté justement État, Monsieur Clinchamp, et notamment sur la mission que vous avez
de prévention et de restructuration pour les services de l'État. Quelles sont les mesures aujourd'hui qu'il existe dans la prévention pour accompagner les entreprises ou les réseaux d'ailleurs? Ouais. Alors il y a beaucoup de mesures, hein, effectivement, et ce qu'on s'aperçoit nous quand on a les employeurs, enfin les dirigeants d'entreprise au téléphone, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de confusion parce que chaque institution quasiment a créé son dispositif et qui fait qu'il y a énormément une multitude de dispositions qui fait que effectivement ça crée parfois des confusions entre ce qu'on peut donner, ce qu'on peut pas donner, etc. Alors globalement, j'ai essayé de résumer de manière très synthétique les dispositifs sans rentrer trop dans le détail. Je pourrais y revenir un petit peu après. Bon, le principal dispositif, déjà, c'est le PGE, hein, c'est le plan garanti par l'État à hauteur de 300 milliards. Hein, donc, l'État a vraiment participé ici pour aider les entreprises et qui sont gérés par les pools bancaires, donc les banques des entreprises. Et l'État donc leur garantit effectivement à hauteur de 90% ce prêt. Alors, si jamais effectivement les entreprises n'ont pas, c'est-à-dire qu'elles n'obtiennent pas ce PGE, ou en tout cas du moins elles l'obtiennent partiellement, derrière, effectivement, il peut y avoir des aides d'État du type prêt à taux bonifié ou bien les avances remboursables, c'est ce qu'on appelle les aides discrétionnaires. Pourquoi? Parce qu'elles sont à la discrétion de Bercy. Donc, ce n'est pas un droit, d'accord? En fonction de l'étude du dossier, en fonction effectivement des bilans prévisionnels des entreprises, on va voir si on peut ou pas aider ces entreprises. Alors, grosso modo, l'avance remboursable, ça peut aller jusqu'à 800 000 euros et au-delà de 800 000 euros, c'est un prêt à taux bonifié, avec effectivement des particularités. En général, il y a toujours un an d'apurement, d'amortissement, effectivement, pour commencer à rembourser ces prêts. Donc, c'est peut-être pour ça, effectivement, je rejoins Maître Lucas et Maître Dufranc. Les entreprises, effectivement, n'ont pas remboursé tout de suite ces prêts, mais quand ça va arriver, les échéances vont arriver, effectivement, c'est bien des sommes qu'il va falloir rembourser. Et donc, effectivement, s'ils sont en sécurité pendant un an, au-delà, effectivement, là, leurs obligations vont vite revenir à la page. Alors, à côté donc de ces mesures discrétionnaires, vous avez ce qu'on appelle le FDES, hein, donc ce sont les fonds économiques qui sont gérés par le Trésor, la Direction générale du Trésor. Donc, vous avez le FDES exceptionnel qui a été mis en place par le Covid, qui peut aller jusqu'à 100 000 euros, d'accord, donc quel que soit l'effectif de l'entreprise. Alors, ce fonds, pareil, a été vraiment élargi. On a ouvert vraiment les vannes parce qu'apparemment, il y a des conditions d'effectifs, etc., qui ne sont plus actuellement. Donc, aujourd'hui, une entreprise peut bénéficier d'un FDES à hauteur de 100 000 euros, en fonction, effectivement, de ses capacités de retournement, etc. Et il faudra pour ça qu'elle saisisse le CODEFI. Le CODEFI, c'est une instance départementale sous l'aide du préfet qui réunit en fait tous les institutionnels, donc Banque de France, les URSSAF, donc l'État, la Directe. Et donc, effectivement, ils vont pouvoir aider ces entreprises moyennant la constitution d'un dossier et l'autorisation par le préfet, l'accord par le préfet de cette aide. Voilà. Vous avez ensuite la CCSF. Alors ça, c'est une institution que peu d'entreprises connaissent. Pourtant, elle peut être très utile, surtout en ces périodes de grandes difficultés. C'est la commission en fait des chefs de services financiers. Donc ça regroupe la Banque de France, les URSSAF, la DDFIP, etc. Et elles vont pouvoir, en fonction d'un dossier, pareil, elles vont pouvoir accorder des rééchelonnements en fait au niveau du passif social des entreprises, au niveau de la dette sociale et de la dette fiscale. De telle manière, effectivement, à pouvoir aider ces entreprises et à pouvoir leur mettre une certaine fraîcheur dans leur trésorerie. Voilà. Vous avez également la médiation du crédit. Hein, donc, si jamais ces entreprises n'ont pas obtenu de crédit de la part de leur banque, il y a une possibilité de saisir la Banque de France, donc la médiation du crédit, qui va tenter de faire revenir les banques autour de la table et essayer effectivement d'obtenir ce prêt. Voilà. Donc ça, c'est la Banque de France, et sur le lien de la Banque de France pour obtenir plus de détails. Et puis, vous avez un autre dispositif également qui est la médiation des entreprises. Donc là, c'est essentiellement donc, nous, les commissaires aux structurations, qui gérons cela. C'est pour permettre aux entreprises, en fait, qui auraient un désaccord avec une autre entreprise, alors que ce soit, par exemple, un contrat qui aurait été rompu, que ce soit effectivement une clause qui n'aurait pas été respectée, un accord verbal qui n'aurait pas été respecté, avant même de saisir la justice, c'est une médiation, en quelque sorte, hein, c'est même une médiation à part entière, et donc qui va être conduite par un CRP, donc dans un cadre neutre, et pour obtenir une solution, effectivement, avec les parties, et qui évite en général, effectivement, la voie judiciaire, donc beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus longue, et au jugement parfois incertain. Voilà. Donc ça, c'est des dispositifs qui sont très importants, et qu'il faut essayer absolument de mettre en place, parallèlement à d'autres dispositifs, mais qui peuvent parfois être très nécessaires pour ces entreprises. Alors, moi, je suis, on saisit ce que vous dites. Alors, il y a beaucoup d'acronymes, enfin, c'est aussi difficile pour les chefs d'entreprise et notamment les TPE, PME, et
je profite de passer un message aux internautes qui nous écoutent de compléter vraiment les sondages parce qu'on peut aussi rebondir sur des réponses qui sont données, hein, puisque notamment sur un des premiers sondages, c'est quelle difficulté la situation actuelle engendre-t-elle pour vos activités ou votre organisation interne. Donc, c'est intéressant d'avoir vos retours. Mais nous avons quand même beaucoup de TPE-PME. Moi, je suis dirigeant d'une entreprise de 5, 8, 10 salariés. Je veux effectivement, donc j'ai entendu votre message, je veux me rapprocher donc des services de l'État, de la directe. Quelle est ma première porte d'entrée? C'est mon inspecteur du travail, c'est le service emploi de la directe. Vers qui je m'adresse? C'est le commissaire de structuration et la prévention des entreprises qu'on appelle le CRP, qui dépend de Bercy. C'est lui qui va s'occuper vraiment des sites. Et je le trouve où, lui, le CRP? En fait, je lui ai écrit comment? Alors, vous avez donc vous avez tous leurs profils sur le site du ministère à Bercy, en fait. Vous tapez commissaire de structuration et ça va vous envoyer sur la page du ministère. Et puis, vous avez leur adresse mail pour effectivement les contacter. En général, également, vous pouvez saisir le CODEFI, hein, puisque nous, on est obligatoirement fait partie de cette instance. Et effectivement, le CODEFI va nous renvoyer quand il s'agit effectivement d'une question de financement, d'aide à leur structuration. Ils vont renvoyer naturellement vers le CRP. Hein. Donc, c'est des institutions qui se connectent toutes, hein, puisque globalement, on siège dans beaucoup d'institutions, beaucoup de commissions. Donc, quand on a un dossier, effectivement, en général, on en parle ensemble et donc il y a beaucoup de relais qui se font. Hein. Ce sont souvent les mêmes interlocuteurs, que ce soit pour la DDFiP, que ce soit pour la Directe, que ce soit pour la Banque de France ou les URSSAF. Donc, du coup, ça communique quand même beaucoup et ça communique plutôt bien pour le coup. Alors, je voulais dire également qu'il y a un numéro d'urgence qui a été mis en place par le ministère. C'est le 08 06 30 245. Ça a été mis en place par la DGFiP et la URSSAF. C'est pour aider justement les entrepreneurs à bien associer un dispositif par rapport à un besoin. Hein, et donc, il les aide finalement à trouver le bon dispositif, le bon moyen financier pour les aider. Hein. Donc, c'est ce numéro, donc 08 06 30 245. Donc, ça, on va le marquer effectivement dans le chat. Alors, moi, je regarde un petit peu les commentaires dans le chat, effectivement. Voilà, c'est pour ça que je vous réinterroge là-dessus pour que les gens comprennent bien. Donc, une fois que j'ai écrit, j'ai envoyé mon mail. C'est quoi la réactivité à peu près? On reçoit une réponse sous combien de temps? C'est très rapide. Hein. D'accord. Donc, pour vous, par exemple, pour la région Nouvelle-Aquitaine, il faut savoir que donc il y a 3 commissaires aux structuration et 2 adjoints. Donc, en fonction effectivement des départements et en fonction effectivement du nombre de dossiers qu'on a à gérer, il ne s'agit pas seulement de prendre un appel. Après, par exemple, on instruit tous les dossiers pour les avances remboursables avec le lien avec la Banque de France, etc. Donc, c'est des dossiers qui sont assez lourds, en lien toujours avec Bercy, évidemment, ce qui est une aide discrétionnaire, par exemple. Et puis, si effectivement, nous, on n'est pas compétent pour telle aide, effectivement, on renvoie en général vers la CCSF, vers la Banque de France, voilà. Et en termes de volume, si je peux me permettre, vous êtes beaucoup saisi ou finalement, est-ce que le mécanisme est justement assez obscur pour le Quidam qui ne connaît peut-être pas ou qui ne vous saisit pas naturellement? Alors, ça va dépendre des dispositifs. Par exemple, sur les aides discrétionnaires, très clairement, on n'est pas si saisi que ça, parce que les aides discrétionnaires, elles s'adressent surtout à des entreprises de plus de 50 salariés, le secteur de l'industrie, etc. Donc, tous les petits commerçants, par exemple, ils ne vont pas forcément être éligibles à ces aides-là. D'accord. Donc, eux, ça va plutôt être des aides type fonds de solidarité par la région, hein, donc ça veut 10 000 € par mois, etc., en fonction des décembre, etc. Donc là, il faudra plutôt les orienter vers la région, hein, qui fait aussi un gros boulot sur ça, sur l'aide des entreprises. Ou bien, par exemple, sur toutes les problématiques de loyer, hein, donc les baux commerciaux, là, c'est beaucoup de questions qui nous remontent en termes de médiation. Donc, voilà, effectivement, on va leur demander de saisir la commission de conciliation des baux commerciaux, qui est donc la préfecture de Gironde, ou bien effectivement, si c'est un conflit entre 2 entreprises sur des baux commerciaux, à titre exceptionnel, c'est le CRP qui va reprendre ça au titre de la médiation des entreprises. Alors, avant de transmettre la parole à Madame Gagné-Siblo et Madame Berger, je regarde les sondages et notamment sur une question. Connaissez-vous donc les procédures préventives, donc les mandats ad hoc conciliation? Donc, on a quand même près de 70% qui ne connaissent pas ça. Donc, est-ce que, voilà, à 2 voix entre Maître Lucas et Maître Dufranc, vous pouvez justement expliquer, avant d'être en redressement judiciaire, il existe des solutions qui sont d'ailleurs aussi des solutions discrètes vis-à-vis de ces parties prenantes. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu le cadre et puis comment justement on s'y prend pour, par exemple, se mettre en procédure de sauvegarde? Laetitia, si tu veux intervenir. Pardon, j'ai enlevé le micro. Oui, donc effectivement, les procédures préventives, on le voit dans les statistiques, elles sont très peu connues.
puisqu'en 10 ans, il y a eu seulement 6% de procédures qui ont été ouvertes, alors que la prévention aboutit à 60% à la mise en place d'un accord. Quand un redressement judiciaire ne va pas forcément aller jusqu'au terme de son plan de redressement au bout de 10 ans. Donc c'est là où on voit qu'il y a vraiment une grande marge de progression à faire au niveau de ces procédures préventives. Alors, il y a 2 types de procédures, le mandat ad hoc et la conciliation. Le mandat ad hoc qui offre beaucoup plus de souplesse et n'est pas vraiment limité dans le temps, quand la conciliation, elle, l'est. Le mandat ad hoc, on peut, tout comme la conciliation, hein, on est désigné par le tribunal à la requête du chef d'entreprise, avec qui on va définir un besoin. Ça peut être une négociation avec des banques, avec un bailleur, un conflit avec des fournisseurs. Ça, c'est vraiment pour tout type de mission. En amont également, puisqu'il faut aussi en parler, la rémunération est prévue avec le chef d'entreprise, hein, pour pas que ce soit une surprise malheureusement à la fin. Donc la rémunération est prévue en fonction de la mission qui doit être confiée au mandataire ad hoc ou au conciliateur. Et ensuite, tout ceci est soumis au président du tribunal, et c'est lui, le président du tribunal, qui va formaliser la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur dans une ordonnance. Et ensuite, donc, c'est le conciliateur qui travaille aux côtés du chef d'entreprise pour pouvoir engager soit les négociations avec les partenaires financiers, avec des créanciers publics, etc. Donc, il y a vraiment c'est vraiment quelque chose de très large et qui peut et qui est ouvert donc à tous les chefs d'entreprise, notamment les TPE et PME qui malheureusement ne connaissent pas forcément. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce sont surtout les grandes entreprises qui profitent de ces outils-là parce qu'ils sont entourés par des experts comptables, des avocats qui connaissent ces procédures, alors que les TPE, PME, malheureusement, ont souvent pas d'avocats et leur expert comptable. On se rend compte aussi que beaucoup d'experts comptables ne connaissent pas forcément ces procédures-là. Certains cabinets sont spécialisés dans les procédures préventives ou procédures collectives, mais c'est vrai que c'est dommage. Les experts comptables devraient aussi inciter leurs clients à aller plus en amont et aller devant le tribunal de commerce. Après, c'est vrai que ce sont des mots pour le chef d'entreprise. Tribunal de commerce, ça veut dire dépôt de bilan, faillite. Donc, c'est compliqué, mais il y a un travail vraiment à faire pour arriver à anticiper. Et quel service s'occupe de ça au tribunal de commerce? C'est le président en direct. D'accord, mais quand je vais au tribunal de commerce, je m'adresse à qui en fait? Alors, très simplement, vous allez au greffe du tribunal de commerce, vous demandez Madame Gilarès. Madame Gilarès, vous pouvez lui déposer votre demande, elle la transmettra au président et vous allez être reçu par le président dans son bureau, en général sous moins de 8 jours. D'accord, donc là on parle de Bordeaux, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Et voilà, donc je vais au greffe. En fait, voilà, vous allez au greffe. Voilà. Je souhaite effectivement, je pousse la porte du greffe. Étant précisé que vous pouvez aussi faire des demandes, alors je ne sais pas si c'est toujours maintenu, mais on pouvait le faire en tout cas pendant le premier confinement. Moi, pendant le deuxième, comme j'étais physiquement au boulot, j'allais déposer mes demandes, mais on pouvait le faire via une adresse mail qui était dédiée, qui s'appelait prévention@tcbordeaux.fr. D'accord. Alors, très important, je voulais juste compléter en 2 secondes, c'est que les procédures collectives, sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire, ça a un côté infamant dans le langage commun. Il faut mettre sur la place publique ces difficultés. On est convoqué au tribunal, il y a des jugements qui sont publiés au BODAC, ce qui n'est pas du tout le cas dans les procédures de prévention. Ce sont des procédures qui sont soumises au secret. Donc vous êtes sous la protection du tribunal, mais en même temps c'est confidentiel. Et on ne met dedans, dans ces procédures-là, que les personnes qu'on a choisi de mettre dedans. C'est-à-dire, on veut partager le secret des difficultés avec certaines personnes qui sont nos partenaires, certains de nos créanciers, mais ça sera simplement ces personnes-là. Et vous n'allez pas avoir à vous déplacer au tribunal de commerce de Bordeaux, à être convoqué dans les bureaux d'un juge commissaire, à être convoqué chez un mandataire judiciaire pour vérifier le passif. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est dans un cadre beaucoup plus souple, mais en même temps sous la protection du tribunal et avec la confidentialité. Donc, je peux poursuivre mes marchés publics, par exemple? Exactement. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé effectivement de la structure morale. On va passer un petit peu à l'humain, puisqu'il y a toujours dans nos structures morales un humain, et puis il y a surtout un chef d'entreprise, alors souvent qui est propriétaire de son capital, qui peut être mandataire social. Et on voit aujourd'hui que le mandataire social se retrouve un petit peu seul, même dans l'accompagnement financier. Il ne coche aucune des cases ou très très peu de cases. Je vais donner la parole
justement au docteur Berger. Vous, aujourd'hui, donc dans votre service, est-ce que vous voyez justement des profils différents qui vous sollicitent? Alors, c'est pas l'inquiétude que j'ai par rapport effectivement à l'impact de la crise Covid sur la population générale et sur les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les restaurateurs, ne vient pas en fait, ou les commerçants, n'est pas une inquiétude qui est née finalement en 2020. 2019, la crise des Gilets jaunes, les réformes des retraites. Et j'ai été à ce moment-là, moi, extrêmement choquée des images que j'ai pu voir dans les rues de Bordeaux et rue Sainte-Catherine, avec des commerçants en train de tirer le rideau, des mères de famille à l'intérieur des boutiques. Et je me disais déjà à l'époque que là, tout le monde, enfin, en termes de population générale, en termes d'impact psychotraumatique de certains événements de vie, on voyait qu'il y avait des gens qui étaient exposés à des choses qui allaient être compliquées à gérer sur un plan psy. Donc, la réforme des retraites, moi j'ai vu aussi, j'étais à Paris à ce moment-là, plus un resto le soir, et on a commencé à avoir, enfin moi je me suis dit, là les choses vont pas très bien, les gens vont commencer à avoir quelques symptômes, et puis on a eu la crise Covid derrière, et finalement au niveau des chefs d'entreprise, des restaurateurs, des commerçants, de l'artisanat, nous psychiatres, on s'est assez rapidement dit qu'il y avait certes la crise au niveau viral, mais il y avait aussi tout ce qui allait avec sur un plan économique et financier, et qu'on allait avoir finalement à prendre en charge des gens qui n'allaient pas d'habitude vers les soins psychiques, parce que effectivement, moi je suis psychiatre, donc je sais que mon métier fait peur. Le fait de dire que je travaille à Charles-Pérens, ça fait doublement peur. On pense que je prends en charge à longueur de journée des fous. Or, ce n'est pas mon métier. Effectivement, je peux prendre en charge des patients qui ont des pathologies psychiatriques chroniques sévères, mais on prend en charge aussi des gens qui, à un moment donné, confrontés dans leur vie à une situation professionnelle compliquée, à une situation conjugale ou familiale compliquée, vont avoir besoin de soutien. Il faut faire la distinction entre la psychiatrie et la santé mentale. Et là, actuellement, on est plus dans le champ de l'impact de cette crise en termes de santé mentale, de prévention. Et j'insiste vraiment sur ce terme-là, c'est-à-dire que moi, mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire forcément venez demain consulter chez moi, c'est juste de vous dire il faut prendre soin de nous. Alors, les soignants, on a, je pense, un peu le même profil que vous, les chefs d'entreprise, parce que effectivement, nous, les soignants, on nous a beaucoup applaudi pendant cet hiver, on nous a traités de héros, mais les héros sont fatigués. Les héros ont des symptômes et les héros ont du mal à tendre la main vers leur père pour se faire aider et à reconnaître qu'au bout de 9 mois, même si en Gironde, même si en Aquitaine, on n'a pas pris le tsunami sur un plan viral, finalement, sur un plan psychique, on est fortement impacté. Et vous avez un profil qui est probablement assez similaire au nôtre, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise, vous avez des responsabilités, vous avez des personnels, des salariés, vous êtes dans un rôle comme ça où vous devez assurer toujours, répondre présent. Et ce qui est en train de se passer là est pour vous parfois un échec. Sauf que dans cette situation, vous n'êtes responsable de rien. C'est-à-dire que vous êtes soumis à un événement de vie, à une situation de crise qui vous est imposée ici et maintenant, sur lequel vous n'avez pas la main et qui, je pense, au bout de 9 mois, peut avoir des répercussions effectivement sur un plan psychologique. À quoi je fais référence? Je fais référence à des troubles du sommeil. Je fais référence effectivement aussi à des moments d'anxiété, à des difficultés de concentration, à peut-être aussi un certain pessimisme et à une absence de projection dans l'avenir. Et donc, tout ça fait que si on repère ça, il faut se dire, ben oui, moi aussi, voilà, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai beaucoup de choses qui pèsent sur mes épaules. Et si je ne prends pas soin de moi, de mes proches et de mes salariés, parce que finalement, vous allez prendre tous soin de vos salariés, vous allez leur dire, ah ben là, ça ne va pas, etc. Fais-toi aider, mets-toi en arrêt éventuellement. Mais à un moment donné, pour pouvoir continuer, il faut aussi prendre soin de soi, parce que ça va avoir des répercussions et là, on arrivera vers des pathologies psychiatriques beaucoup plus lourdes. Donc, moi, mon message, c'est un message de prévention. Et ce que je sais aussi, c'est que on le voit depuis le début de la crise, les idées suicidaires et en particulier là, sur le deuxième confinement, tout ce qui est recours aux soins d'urgence pour des idées suicidaires est en train d'augmenter.
Alors, je ne vous dis pas que les gens se suicident, c'est pas mon discours, il faut être très, très vigilant quand on parle de ça. Mais on voit sur certains types de populations, que sont les enfants, que sont les étudiants, en particulier aussi les femmes, les retraités, là, des choses qui sont en train de se passer, et en particulier au niveau de l'hôpital pédiatrique de Bordeaux, on voit là quand même une augmentation en termes de demande de prise en charge des enfants parce qu'ils ont décroché sur le premier confinement, parce que c'est compliqué et qu'ils ont des troubles du comportement, voire des idées suicidaires. Donc, il faut alerter ça. Il faut vraiment que je sais qu'il y a des associations nationales, je sais qu'il y a la PESA. Nous, ce que l'on propose sur Bordeaux, c'est quand même une plateforme, pas locale, mais en tous les cas régionale, où on connaît le dispositif de soins. C'est un dispositif qui est téléphonique, donc il n'y a pas le face-face avec le psychiatre, il n'y a pas cette difficulté pour entrer en contact, c'est par un coup de téléphone où on va tomber sur des gens qui sont formés. Parce qu'il y a aussi de notre côté beaucoup de téléphones de soutien qui se sont mis en place, mais on ne sait pas qui on a forcément à l'autre bout du fil. Moi, ce que je peux vous assurer, c'est qu'à Bordeaux, a une plateforme avec des gens qui sont formés à ça, qui sont formés à la gestion de la crise, qui sont formés au psychotraumatisme, à la question aussi des violences conjugales et intrafamiliales, parce que c'est une période aussi qui est un peu propice à tout ça. Et que, voilà, ça peut être aussi le saut de la confidentialité. Je pense qu'on sera à même de vous donner des conseils pour prendre soin de vous, mais aussi, si nécessaire, des conseils pour pouvoir aller consulter des gens dont c'est le métier. Et il faut vraiment déstigmatiser le recours aux soins psychiques. Est-ce que vous avez aujourd'hui des données qualifiées justement sur les profils donc des personnes qui viennent vous voir, ou en tout cas qui consultent vos services ou qui consultent la plateforme, sur qualifier le pourcentage de dirigeants d'entreprise ou... Eh bien, c'est bien le problème, c'est qu'en fait, on en a très peu. Et que je profite, moi, de tous les instants qui me sont, tous les moyens de communication qui me sont offerts, et je vous en remercie de m'avoir invité aujourd'hui pour passer ce message de prévention. Donc, j'ai rencontré j'ai rencontré l'UMI, j'ai rencontré la Chambre de l'artisanat et de l'entrepreneuriat, j'ai rencontré aussi la Ronde des commerçants de Bordeaux. On a mis en place une affiche qui a circulé sur différents réseaux sociaux. Mais vous êtes un public, en fait, qui est difficilement accessible à ça, parce que je pense que c'est extrêmement compliqué de reconnaître qu'à un moment donné, on ne va pas bien. Sauf que, comme je vous le disais au début, vous n'y êtes pour rien dans cet état de fait. C'est-à-dire que vous vivez une situation qui vous est imposée et que l'on pourrait qualifier d'événement traumatique, surtout que ça a été répété. Enfin, pour les gens qui travaillent à Bordeaux, vraiment, la crise des Gilets jaunes, la réforme des retraites, ces manifs que l'on voit dans le centre de Bordeaux, cette violence que l'on voit, les gens ne peuvent pas être impactés par ce qui se passe. Et on sait aussi pertinemment que là, il y a des études sur un plan international et sur un plan national qui sont en train de sortir, qui disent qu'effectivement, la crise Covid a un impact. Vous avez peut-être entendu dans la presse qu'il y a eu 20 points supplémentaires par rapport entre septembre et novembre au niveau anxiété-dépression, et que c'est une vraie problématique. Et on sait aussi de certaines crises passées, et en particulier de la crise de 29, que ces crises-là sont des facteurs de risque de passage à l'acte suicidaire, tout comme le chômage, et que vraiment, il y a en tous les cas de notre part, il y a une volonté de prévention par rapport à ça et de repérage précoce des troubles. Alors, contexte exceptionnel, situation exceptionnelle, ça ne vous est jamais arrivé de pousser la porte d'une chambre de commerce ou d'une organisation patronale auparavant, j'imagine? Ah non, c'est une première pour moi. C'est une première pour moi. C'est quelque chose que je voulais faire, pour ne rien vous cacher, au décours du premier confinement. Mais le premier confinement, moi personnellement, m'a essorée et je n'ai pas eu l'énergie. Et donc, je découvre un monde, je découvre des acronymes. Alors, je ne sais pas ce que c'est CRP,
Mais finalement, moi, le centre dont je m'occupe pour le psychotraumatisme, ben, c'est un centre régional de psychotraumatisme et ça s'appelle aussi ONCHAT. Donc finalement, on a des acronymes qui sont communs où on met des choses derrière qui sont totalement différentes. Mais voilà. Mais en tous les cas, mon CRP, nous, on a ouvert en fait en début d'année. Hein. Alors, on est dédié essentiellement à la prise en charge des victimes, victimes de violences conjugales, victimes d'accidents de la vie, victimes d'actes de terrorisme. Et on s'est réadapté sur une plateforme de dispositifs et de soutien à l'ensemble de la population parce que, voilà, c'est aussi… moi, j'ai vraiment une volonté d'aller vers. Alors, aller rencontrer des publics différents ne me pose pas de questions et je suis très heureuse d'être avec vous ce matin et même si j'apprends plein de choses, mais même s'il y a des mots que je ne comprends pas, je me dis que finalement, il n'y a pas que les psychiatres qui utilisent des mots et qui ont un langage très particulier où on nous dit « Ah là là, mais de quoi ?» Je m'aperçois que vous êtes pas mal non plus dans votre genre. L'administration est très forte effectivement, dans tout ce qui est item, logo, etc. Alors, pour rejoindre juste ce que disait le docteur Berguet, sachez qu'effectivement, il y a beaucoup d'initiatives qui se font un petit peu partout en France et que Bercy s'est vraiment emparé de la problématique des problèmes effectivement psychologiques des entrepreneurs qui sont en difficulté, puisque l'ensemble des commissaires restructuration, donc c'est RP, du coup, a été sensibilisé effectivement à ces questions, notamment avec l'APESA, qui a été cité tout à l'heure, où effectivement, on nous demande effectivement d'être en relais un petit peu tous ces actes, parce qu'effectivement, pour qu'un employeur puisse gérer correctement son entreprise et puisse faire face à ses difficultés, il faut que mentalement, il soit bien dans sa tête, effectivement. Et ça passe par une aide psychologique, par des médecins, des professionnels de la santé. Alors, on remettra dans le chat justement l'interlocuteur APESA, puisque Bordeaux ne s'appelle pas APESA, mais c'est dans le dispositif APESA. On vous mettra dans le chat ses coordonnées. Alors, justement, donc on est parti effectivement, on a brassé donc ce que pouvait faire donc justement ce fameux CRP. On a parlé aussi des mesures de prévention pour éviter d'aller au redressement, voire la liquidation judiciaire, donc de faciliter l'accès au tribunal de commerce, par notamment le greffe du tribunal de commerce. Madame Gagné-Ciblot, alors vous, 60 000 rebonds, en fait, souvent en France, on est stigmatisé quand une affaire s'arrête. D'autres pays, justement, les entrepreneurs sont demandés parce qu'il faut capitaliser sur l'échec, mais également rebondir sur une réussite. Qu'est-ce qui fait, justement, qu'en France, quand on est passé en liquidation judiciaire, on a en fait une marque sur le manteau, grosso modo? Bien, les choses évoluent et 60 000 rebonds fait en sorte que les choses évoluent pour changer ce regard sur l'échec parce qu'en effet, échouer de l'autre côté de l'Atlantique, c'est pas vu du tout de la même manière. Mais il faut savoir que les chefs d'entreprise pour qui la crise du Covid est la crise de trop, parce que comme ça a été dit auparavant, c'est vrai qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu plein de choses. Hein. Donc, pour certains, c'est la crise de trop. Et lorsqu'ils vont arriver à la liquidation judiciaire, ils arrivent avec un triple traumatisme. C'est un traumatisme à la fois professionnel, personnel et financier. Et on dit souvent que les chefs d'entreprise sont touchés par les 4D. Donc, c'est-à-dire ils ne connaissent pas seulement le dépôt de bilan, mais avec viennent les dettes, la dépression, le divorce, et c'est l'entrepreneur en lui-même. Là, on ne parle plus d'entreprise parce qu'on est après la liquidation, mais l'entrepreneur, nous, on l'accompagne sur son rebond. Donc, on prend sa situation globale et on essaie de lui montrer justement, et on le prouve et on le voit tous les jours, qu'il y a une vie après la liquidation et que c'est qu'une étape et que le chef d'entreprise va repartir. Et donc, pour ça, 60 000 rebonds a un process bien spécifique où il accompagne les chefs d'entreprise à la fois d'une façon individuelle et collective, c'est-à-dire avec d'un côté un coach qui va travailler sur toute la partie personnelle qui est importante pour que le chef d'entreprise reprenne confiance, pour que le chef d'entreprise fasse le deuil de l'entreprise, pour reprendre toutes ses forces et repartir vers un nouveau projet. Et là, il y a un parrain qui l'accompagne sur son nouveau projet, qui peut être de l'entrepreneuriat nouveau, qui peut être aussi partir sur un poste dans le salariat parfois. Hein, les rebonds se font de toutes sortes. Et puis, un accompagnement aussi collectif, c'est-à-dire que ça va être l'occasion pour lui de rencontrer d'autres dirigeants qui ont connu aussi la liquidation judiciaire, qui sont à différents stades de leur rebond et qui ont eu, qui sont déjà sur des nouveaux projets. Et il va y avoir des séances de co-développement où ils vont jouer eux-mêmes le rôle de consultants avec les bénévoles, coachs, parrains, experts. Mais je rejoins ce que disait le docteur Berger. Pour le dirigeant, c'est difficile de demander de l'aide. Il n'a pas cet automatisme de demander de l'aide. Il faut pousser la porte et dire, voilà, je ne vais pas bien. Et ils n'ont pas été habitués à ça.
Et bon, c'est parfois dommage, mais on comprend que ce ne soit pas toujours évident. Mais c'est peut-être le rôle justement de gens qui sont autour de l'entreprise pour dédramatiser un petit peu ça, pour que on devienne un peu plus, on s'américanise, je dirais, sur cet aspect-là, pour dédramatiser la liquidation et que ce soit juste un passage avant de repartir sur une nouvelle entreprise, de nouveaux projets. Alors, physiquement, vous êtes où en région? Alors, physiquement, l'association 60 000 Romans est née en 2012, elle est assez récente, elle est née sur Bordeaux. Elle s'est développée, alors en région, nous avons 5 antennes et bientôt 6, puisque nous sommes présents sur Bordeaux, sur Pau, dans les Landes, sur le Pays Basque, La Rochelle, et on développe actuellement Angoulême. Et après, on est présent, bien sûr, au niveau national. On se développe. Notre idée, c'est d'aller toujours au plus près du dirigeant. Donc, voilà. Donc, on maille la région et le national. Qui est à l'origine de 60 000 rebonds? Alors, 60 000 rebonds est né, alors son fondateur, c'est Philippe Rambaud, qui a été cadre dans des grands groupes pendant des années, qui un jour a souhaité créer son entreprise. Et après plusieurs années, il a été confronté à la liquidation. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien pour l'accompagner dans cette liquidation, alors que lorsqu'il était en création d'entreprise, il y avait plein de structures pour l'aider. Donc, il a décidé de mettre en place quelque chose parce que justement, après la liquidation, il n'y avait rien. Et donc, tout ça est fait par des bénévoles. En bénévoles, ce sont des coachs certifiés ou ce sont des parrains qui sont des chefs d'entreprise en activité ou des jeunes retraités. Donc, dans tous les chefs d'entreprise qui regardent le webinaire ce matin, il y a peut-être des gens aussi qui sont prêts à être bénévoles pour accompagner d'autres chefs d'entreprise. Là, actuellement, c'est vrai c'est assez paradoxal, on sait qu'on a une baisse des liquidations d'entreprises en 2020, mais on sait très bien que c'est le calme avant la tempête. Donc nous, là, on se prépare avec le recrutement de bénévoles prêts à accompagner les dirigeants, puisqu'on ne sait pas trop quand sera la vague, mais on sait que malheureusement, il y a une vague qui s'annonce. Et vous faites des permanences, soit au tribunal de commerce, soit dans les chambres consulaires? Alors, non, on ne fait pas de permanence, mais on est en lien avec tous ces partenaires, en effet, avec tout l'environnement, c'est-à-dire de la prévention, les tribunaux, mais aussi tous les clubs d'entrepreneurs, pour justement, on sait très bien que c'est difficile pour un chef d'entreprise de frapper à notre porte en demandant de l'aide pour être accompagné. On sait très bien que si c'est un chef d'entreprise qui lui dit « j'ai entendu parler d'association, j'ai vu quelqu'un qui a rebondi, je connais quelqu'un qui est passé par là », ça aide. Et en effet, il faut les aider à demander de l'aide parce que le pire, c'est de rester isolé. Et on voit malheureusement des chefs d'entreprise isolés qui sont dans une souffrance énorme. Et l'idée, c'est qu'ils n'arrivent pas à des situations suicidaires ou autres, quoi. C'est d'intervenir avant. Mais un chef d'entreprise est souvent isolé. Un chef d'entreprise qui a connu la liquidation, c'est très difficile pour lui. D'où l'intérêt d'être accompagné, d'être conseillé. Et là, il se retrouve dans un cadre bienveillant avec des chefs d'entreprise qui sont là pour l'aider. Bien souvent, des chefs d'entreprise qui ont connu ça dans une précédente vie et qui sont maintenant dans des entreprises qui fonctionnent très bien. Donc, c'est beaucoup d'espoir pour eux. Et on le voit, hein, c'est juste une page qui se tourne vers un nouveau projet. Et au bout de combien de temps dans les échanges, puisqu'on sait aussi que, et c'est ce qu'on a un petit peu évoqué, le chef d'entreprise autant le salarié sait saisir un CSE, sait parler à son manager. Le chef d'entreprise, souvent, son interlocuteur, ça peut être son banquier et autres. Et donc, il a du mal à se retourner. Alors, bien sûr, il faut inciter aussi les chefs d'entreprise à s'investir dans des clubs d'entreprise, justement, parce que c'est aussi des discours de pair à pair. Hein, donc, on se retrouve un petit peu à égalité dans ces débats-là. Et trop souvent, on entend des chefs d'entreprise qui disent j'ai pas le temps de passer, d'être dans telle assoce ou d'être dans tel club d'entreprise ou telle organisation patronale, etc. Donc, bien sûr, il faut inciter aussi les chefs d'entreprise à se mobiliser, à passer un petit peu de temps. Et on voit aujourd'hui que quand on peut discuter avec des chefs d'entreprise, on peut aussi se faire aider par ses pairs. Combien de temps il faut pour que la confiance et la sincérité se créent dans le groupe? Parce que c'est pas facile de raconter sa vie, c'est pas facile de parler de sa vie privée. Je crois que c'est vous, docteur, qui parliez c'est vous, Madame Gagné-Ciblot, des 4D. C'est vrai que souvent, je sais pas si c'est souvent, mais le train s'arrête pas, quoi. C'est le divorce, c'est la séparation des enfants, c'est la vente de la maison,
C'est tout ça qui s'enchaîne. Combien de temps faut-il pour que la confiance se crée dans le groupe? Et il y aura un peu l'équivalent pour vous, docteur Berger, c'est que voilà, quel conseil aussi donner au chef d'entreprise pour qu'à un moment donné, il fasse un petit peu le vide dans sa tête et il se laisse porter par des tiers autour de lui. Alors, peut-être vous, Mme Gagné-Ciblot, pour cet élément de confiance. Ben, je dirais, nous, ils viennent après. Alors, parfois, ils arrivent juste après la liquidation parce qu'ils ont vu notre brochure au tribunal ou chez le mandataire, etc. Parfois, ils mettent des mois à passer le cap de nous appeler, même s'ils ont entendu parler de nous, parce que c'est pas évident de faire la démarche. Après, la confiance au sein de l'association, la confiance vient très vite parce qu'ils voient très vite le positionnement des bénévoles et des gens qui les entourent, qui sont là, qui sont tous bienveillants. On a une charte et avec une grande bienveillance. Et donc là, ça se fait naturellement, je dirais. Le plus dur pour le dirigeant, je pense, c'est de pousser la porte de l'association. Après, il est pris en charge, on le soulage. En fait, il a un coach, il a un parrain, il est épaulé et il a une structure. C'est un peu, je dirais, l'idée aussi, c'est de bien toucher tous les acteurs de la prévention pour justement aller au tribunal, comme on le disait tout à l'heure, parce que pour s'arrêter à temps, quoi, pour avoir les bons conseils, pour ne pas. Bien souvent, ils sont dans le déni, et bon, pour s'arrêter à temps, pour que les choses se passent plus facilement ensuite. Merci. Docteur Berger, vous, oui, justement pour éviter que ces chefs d'entreprise rentrent dans un burn-out. Qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui pour ceux qui nous entendent et qui peuvent être dans des situations compliquées pour leur dire allez, saute la barrière et va vers telle organisation? Alors, j'aime bien votre idée, moi, des clubs de chefs d'entreprise. J'aime bien votre idée alors de ce que moi j'appellerais dans mon langage la péridance. C'est-à-dire que effectivement, le lien social nous manque. Depuis début mars, les confinements successifs, voilà, on a mis à mal tout le tissu social qui nous est nécessaire malgré tout pour être en bonne santé, sans parler de santé psychique, mais en bonne santé. Ça, voilà, ça a été complètement détricoté. Le confinement, pour ceux qui pour des gens qui sont dans l'hyperactivité, a aussi mis à mal tous les rythmes que l'on connaît habituellement, c'est-à-dire le départ à 7 heures, le déjeuner avec des copains, avec des déjeuners de boulot du midi, le retour, ceci, cela, les gamins qui sont cadrés. Tout ça, en fait, a beaucoup perturbé notre santé mentale. Et donc, oui, votre idée d'aller voilà, de recommencer des liens avec des pairs, de pouvoir échanger, de pouvoir dire, bah ouais, finalement, moi, je suis un peu fatiguée, etc., etc. Et puis de pouvoir téléphoner. Enfin, on n'est pas là, c'est comme 60 000 rebonds. Enfin, nous, on est dans une écoute bienveillante. On est là, effectivement, pour accueillir à un moment donné de la souffrance et essayer de pouvoir créer le lien là aussi et accompagner sans un regard jugeant ou autre. Et on n'a pas parlé des problèmes d'addiction et de problèmes d'addiction en tout genre, c'est-à-dire que ça soit troubles de l'usage de l'alcool, troubles de l'usage des médicaments, automédication et autres. Et là aussi, il y a quand même des actions de prévention à faire parce que enfin voilà, on a rencontré et on a des consultes qui nous arrivent et dans le questionnaire de prise d'écoute que l'on a, on pose la question, y compris quand les gens arrivent aux urgences, et on voit bien que depuis le début du confinement, tout ce qui est consommation alcool, consommation de médicaments, donc ce que moi j'appelle dans mon langage les troubles de l'usage, sont en forte augmentation. Et ça, c'est pas non plus très bon pour la suite parce qu'en fait, l'alcool est un super anxiolytique. Hein. Quand vous êtes angoissé, il n'y a rien de mieux. Moi, j'ai des médicaments qui vont être… c'est plus puissant que certains des médicaments que je peux vous prescrire. Donc, voilà, puis c'est convivial malgré tout aussi. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Et quand vous me disiez tout à l'heure que je n'avais pas poussé la porte d'une chambre de commerce ou d'une chambre des métiers, moi, je suis ouverte en tous les cas à l'idée de pouvoir organiser une consultation délocalisée, c'est-à-dire qu'il ne soit pas à Charles Perrins, qu'il soit dans un endroit alors, de votre choix, j'ai envie de dire, mais dans lequel, finalement, la localisation choisie par
les chefs d'entreprise pourraient faciliter finalement l'accroche et la venue. Je vous prends en mot, alors je vais vous contacter pour vous intégrer à la commission conseil de la CPME. Tous les 15 jours, on fait des rendez-vous au siège de la CPME et vous allez très rapidement recevoir un mail. J'ai un de mes collègues qui n'attend que ça et j'ai dégagé au sein de mon pôle un peu de temps pour essayer de monter cette consultation délocalisée, va-t-on dire. Mais voilà, moi, mon grand truc, c'est qu'il faut que la psychiatrie, on sorte de nos murs. Alors certes, on sort de notre zone de confort, parce que c'est très confortable de consulter, en tous les cas, dans le service des urgences. Moi, j'ai 20 infirmiers qui sont hyper balèzes autour de moi. Il ne va pas m'arriver grand-chose. Je peux recevoir des grands états d'agitation. Je suis, malgré mes 1m12, dans une situation de sécurité maximale. Mais il faut justement que si on veut faire changer les mentalités, il faut qu'on en aille vers les gens et il faut qu'on sorte hors de nos murs. Donc, je suis ouverte. Je suis preneuse de propositions en tout genre. Enfin, pas en tout genre, mais… Très bien, merci docteur. On arrive à la fin de ce webinaire, mais on voit bien qu'on pourrait encore discuter un long moment. En tout cas, merci à tous les 5. Je pense qu'on a réuni une bonne chaîne de valeur justement pour préparer aussi le rebond des dirigeants, parce qu'on parle effectivement des difficultés économiques, mais un dirigeant est avant tout là pour entreprendre. Entreprendre, c'est aussi de penser la suite. Et la suite, elle se fait bien sûr par sa créativité. Et je crois que vous le releviez tout à l'heure, docteur, on n'a plus de créativité quand on est un petit peu anxieux et qu'on est en panique. Et Dieu sait si nous sommes sollicités par nos salariés. Aujourd'hui, il y a quand même aujourd'hui des risques psychiques en entreprise qui sont quand même assez significatifs. Certains vivent très très mal cette pression sociétale que l'on a entre les confinements, le télétravail, le management à distance, etc. Et encore une fois, le chef d'entreprise des fois se retrouve un petit peu seul. Donc vous avez montré que il faut se connecter, il faut aussi consulter. Et puis il y a l'État, il y a l'État qui, certes, au-delà des milliards d'euros versés tous les mois sur notre territoire, propose aussi des solutions d'accompagnement. Et vous en avez parlé, M. Clinchamp, sur le CRP. Et on a mis dans le chat un petit peu, voilà, quelle est la procédure à suivre pour faire savoir ces difficultés. Je vais vous laisser à toutes et à tous un petit mot de conclusion, voilà, très court, sur une petite minute. J'informe les internautes également que ce webinaire est en mode replay, donc vous pourrez le revoir. Il circulera sur les réseaux sociaux également, et de finaliser les sondages, ou encore vous pouvez, je pense, vu le nombre de réponses, vous pouvez compléter. On fait le tour d'écran. Allez, je termine. Je commence par vous, docteur. Un petit mot qui nous redonne la pêche. J'espère que je ne vous aurai pas réconcilié, mais qu'en tous les cas, je vous aurai peut-être dédramatisé ou déstigmatisé le psychiatre ou la psychiatre que je suis. En 2 mots, la schizophrénie, pathologie psychiatrique au sens stricto sensu du terme, 1% de la population. Les troubles anxio-dépressifs, avant c'était au minimum 30% de la population générale un jour aurait un symptôme. Je pense que là, on va être vers bien 10 points de plus. Donc, voilà, on est des médecins comme les autres, on est formés. Tout le monde n'est pas psychiatre ou psychologue, ça demande quand même quelques années d'études. Mais en tous les cas, on n'est plus à l'asile. Et Charles-Pérens, c'est plus l'asile de la fin du 19e. On est vraiment dans une démarche de prise en soin de nos concitoyens dans une crise sans précédent. Et vraiment, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'interpeller sur mon mail. Merci infiniment, docteur. Marc Dufranc, un petit mot de conclusion. Merci. Mais moi, ce webinaire, il m'apprend quelque chose qui est assez fondamental, c'est que je m'aperçois que le constat de la médecine, le constat de l'association et le constat des professionnels du droit, c'est le même. C'est-à-dire qu'on n'est pas consulté. C'est-à-dire qu'il y a un isolement, une détresse et une solitude du chef d'entreprise. Et je crois que c'est ça qu'il faut combattre. Il faut le combattre en essayant de convaincre qu'il faut les anticiper, mais aussi, je crois, entre nous, professionnels de différents milieux, qu'on ait des connexions les uns envers les autres. Nous envers la médecine, nous envers le milieu associatif. Moi, j'ai commencé déjà à le faire.
dans les dossiers où je sens qu'il y a une sensibilité particulière du dirigeant d'entreprise, le renvoyer vers le milieu associatif pour des aides sur sa personne physique et pas simplement sur sa personne morale. Merci, merci Marc. Laetitia, Lucas, Oui, merci. Je vais rebondir effectivement sur ce qu'a dit Marc. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas rester isolé. Alors, c'est passé dans le chat, mais je ne l'ai pas dit, donc je veux le dire, que le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires a mis en place un numéro gratuit. Donc, c'est le 0800 94 25 64 qui permet à tout chef d'entreprise donc de téléphoner, de contacter un professionnel pour lui permettre un diagnostic qui sera confidentiel et pour lui permettre de le diriger vers la solution la plus adaptée aux difficultés rencontrées. Donc ça, c'est vraiment une première chose où il ne faut pas hésiter à utiliser ce numéro pour déjà avoir un premier contact et pour pouvoir avoir un retour sur ces difficultés. Après, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais effectivement, de mon côté casquette liquidateur judiciaire, c'est vrai que 60 000 rebonds ou l'association Espace ou APESA, quand on rencontre, nous, des chefs d'entreprise en liquidation judiciaire et qui sont dans un état malheureusement, on va dire suicidaire, mais presque, on les dirige vers cette association APESA et vers 60 000 rebonds aussi, quand ce sont des chefs d'entreprise qui ont envie de partager leur expérience, leur échec, mais surtout ne pas rester sur cet échec et pour pouvoir arriver à rebondir. Donc vraiment, oui, ne pas rester seul, ne pas rester isolé. Il existe plein d'outils, sauf qu'aujourd'hui, il faut arriver vraiment à les faire connaître. Donc ceux qui ont participé à ce webinaire, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il n'y a que le bouche à oreille qui arrivera à faire connaître tous les moyens mis en place. Très bien, merci. Valérie Gagné-Ciblot, un mot de la fin? Juste un mot qui rejoint un petit peu tout ça, oser demander de l'aide, donc à tous les niveaux, quelle que soit votre situation, les acteurs présents là le montrent bien. Et pour vous dire que c'est pas toujours facile en effet de pousser la porte, mais que vous pouvez aller sur notre site et vous avez la possibilité soit de devenir bénévole pour accompagner les chefs d'entreprise qui ont des difficultés, soit de demander à être accompagné. Et ça se fait par simple clic sur le site internet et de là on vous rappelle. Donc n'hésitez surtout pas. Très bien, et vous avez raison de le préciser aussi, il vous faut des bénévoles. Voilà. Il faut des chefs d'entreprise qui puissent s'engager et sachez que, en tout cas en ce qui concerne notre organisation à la CPME, nous pousserons ce message et notamment sur une commission environnement et développement durable où nous avons un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont attentifs bien sûr à ces sujets, donc nous reviendrons vers vous. Nous allons terminer pour clôturer ça par M. Clinchamp, donc les services de l'État, la directe. Votre petit mot de clôture? Oui, non, mais bon, je rejoins tout à fait les constats qui ont été faits par les professionnels de cette séance. Moi, juste pour dire que l'État est très attentif et a parfaitement conscience, effectivement, des difficultés rencontrées par les entreprises, quel que soit l'effectif, quel que soit le secteur d'activité. On voit par les nombreuses mesures qui sont prises que l'État a demandé à l'ensemble de ses services, quelles que soient les institutions, d'être très bienveillants vis-à-vis de ses dirigeants, de ses chefs d'entreprise, qu'effectivement, il ne faut absolument pas hésiter à téléphoner, puisque, encore une fois, ça communique beaucoup entre les administrations et que, du coup, les dossiers peuvent se passer, effectivement, si jamais l'un n'est pas compétent par rapport à un autre. Voilà. Et par contre, moi, je regarderais finalement pour être bénévole également, parce que ça peut m'intéresser d'aider les entreprises si effectivement mon aide peut être utile à ce type d'association. Voilà. Ben, c'est noté, M. Clinchamp, on va suivre ça. On va suivre si dans quelques semaines, on vous voit à 60 000 rebonds. En tout cas, c'est super. Merci beaucoup. Merci à tous, à toutes et à tous de votre présence. Ce sujet, il n'est pas facile, effectivement, à traiter et je crois qu'on a apporté un certain nombre d'informations, encore une fois, qui sont visibles et revisibles de façon régulière par le replay, voilà, qui sera publié. Merci, passez une très bonne fin de journée et à bientôt pour certains. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.